Je m'appelle Manon Rousseau, 32 ans, l'enfant du milieu oublié de la dynastie technologique Rousseau. En arrivant à notre penthouse parisien pour Thanksgiving, j'ai remarqué papa qui vérifiait nerveusement son téléphone, chuchotant avec excitation à maman à propos d'une affaire qui va changer notre vie. Il n'avait aucune idée que sous ma simple robe bleu marine se tenait quelqu'un qu'ils avaient complètement sous-estimé. L'annonce que papa s'apprêtait à faire allait détruire notre famille pour toujours, mais pas comme il s'y attendait. Voyez-vous, pendant qu'il pensait que je galérais comme une entrepreneur ratée à Lyon, j'avais secrètement construit une entreprise de 200 millions d'euros sous un faux nom. Pendant 10 ans, j'avais planifié la vengeance parfaite contre le père qui m'avait humilié, le frère qui s'appropriait mes idées, et la famille qui me traitait comme si j'étais invisible. Mais quand papa s'est levé au dîner et a annoncé qu'il vendait Rousseau Software pour 50 millions d'euros à un acheteur mystérieux appelé Sommet Holdings, il ne se doutait pas qu'il remettait l'œuvre de sa vie à sa propre fille. L'expression sur son visage quand j'ai révélé la vérité ? Absolument impayable. Si vous vivez des drames d'entreprise familiale où vous êtes jamais senti invisible dans votre propre maison, restez avec moi. Ce qui s'est passé ensuite va vous choquer, et vous montrer exactement comment j'ai transformé des années de rejet en la victoire la plus douce que notre famille ait jamais vue. En arrivant à notre penthouse parisien pour Thanksgiving, j'ai remarqué papa qui vérifiait son téléphone, chuchotant de manière inhabituelle avec maman avec excitation. Il n'avait aucune idée que sous ma simple robe bleu marine battait le cœur de quelqu'un qu'ils avaient drastiquement sous-estimé. La bombe que papa allait lâcher au dîner allait changer notre famille pour toujours, mais pas comme il s'y attendait. Si vous suivez cela depuis une situation d'entreprise familiale, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous pour voir comment j'ai transformé la trahison de mon père en la vengeance la plus douce qui a changé notre famille pour toujours. J'ai grandi dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus aisés de Paris, dans un magnifique hôtel particulier de 7 chambres, avec une terrasse sur le toit et des jardins qui nécessitaient une équipe de paysagistes pour l'entretenir. De l'extérieur, nous étions l'histoire de réussite française parfaite. Mon grand-père, Thomas Rousseau, avait fondé Rousseau Software Solutions dans son sous-sol en 1979 avec rien d'autre qu'un ordinateur d'occasion et une idée révolutionnaire pour les logiciels de gestion comptable. Il l'avait construit de rien en une puissance régionale avant que mon père, Guillaume Rousseau, ne reprenne en 1996. Papa avait agrandi l'entreprise de manière agressive. Sous sa direction, Rousseau Software était passé d'une entreprise familiale de 12 millions d'euros à un groupe de 55 millions d'euros avec plus de 220 employés et des clients dans toute la France. Chaque dîner de fête, chaque vacances familiales, chaque rassemblement de week-end devenait inévitablement une célébration de son génie des affaires. Le nom Rousseau était devenu synonyme de succès dans les cercles d'affaires parisiens, et papa ne laissait jamais personne l'oublier, surtout ses enfants. Nous étions 3 enfants Rousseau. Mon frère aîné, Alexandre, 38 ans, était l'enfant chéri, malgré n'avoir jamais montré de véritable aptitude pour les affaires. Il avait étudié le marketing, fait la fête pendant ses études, et pourtant papa lui avait donné un poste de vice-président senior le jour après son diplôme. Alexandre passait plus de temps dans son club de golf ou avec son flot infini de petites amies qu'au bureau, mais d'une manière ou d'une autre papa restait convaincu qu'il était l'héritier naturel du trône Rousseau. Puis il y avait moi, Manon, perpétuellement coincée au milieu à 32 ans. Contrairement à mes frères et sœurs, j'avais hérité de la passion de mon grand-père pour la technologie. Je m'étais enseigné la programmation à 12 ans et avais développé ma première application logicielle à 15 ans. J'avais étudié l'informatique et les affaires à l'école polytechnique, diplômé summa cum laude et avais des idées innovantes légitimes pour moderniser l'entreprise. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, papa regardait toujours à travers moi pendant les discussions d'affaires comme si j'étais invisible. Ma sœur cadette Camille, 29 ans, complétait notre trio. Elle avait exploité notre nom de famille pour devenir une influenceuse lifestyle avec des centaines de milliers de followers qui adoraient ses aperçus parfaitement organisés de la vie de la haute société parisienne. Elle n'avait aucun intérêt pour les logiciels ou les opérations commerciales, mais ne manquait jamais une occasion de poster sur son statut d'héritière Rousseau Software tout en ne contribuant rien au succès de l'entreprise. Maman Isabelle venait de l'ancienne bourgeoisie parisienne et abordait les conflits familiaux comme toutes les épouses convenables de Neuilly, en les ignorant complètement et en se versant un autre verre de chablis.
Elle jouait les médiatrices mais permettait finalement les pires comportements de papa, surtout son rejet de mon sens des affaires. Guillaume, peut-être devrais-tu écouter l'idée de Manon, suggérait-elle occasionnellement au dîner, seulement pour reculer immédiatement quand papa lui lançait ce regard. Isabelle, s'il te plaît. C'est de vraies affaires dont nous discutons, disait-il avant de se retourner vers Alexandre pour continuer leur conversation sur le golf ou les clubs de yacht ou quel que soit le sujet non commercial qu'ils discutaient réellement. Les rassemblements familiaux tournaient toujours autour de discussions d'affaires qui m'excluaient d'une manière ou d'une autre. Papa et Alexandre dominaient les conversations avec du jargon industriel et des blagues d'initiés pendant que j'étais assise en silence malgré ma meilleure compréhension de la technologie et du marché que deux réunis. Si j'essayais de contribuer, papa souriait avec condescendance et disait quelque chose comme « C'est mignon, Manon, mais laisse les discussions d'affaires aux gens qui comprennent le monde réel. » Le point de rupture est venu quand j'avais 22 ans. Fraîchement sorti de Polytechnique avec mention, j'avais développé une solution d'intégration basée sur le cloud qui aurait pu révolutionner notre gamme de produits des années avant que les concurrents n'entrent dans cet espace. J'avais passé des mois à préparer un plan d'affaires complet, une analyse de marché et des spécifications techniques. Papa avait finalement accepté de me laisser présenter lors d'une réunion du conseil d'administration, soi-disant par courtoisie professionnelle. Je me souviens encore d'être entré dans cette salle de conseil lambrissée de chaînes, ordinateurs portables et matériel de présentation en main, le cœur battant d'un mélange de nervosité et d'excitation. Les membres du conseil, tous des hommes dans la cinquantaine et soixantaine qui étaient les amis de papa depuis des décennies, regardaient avec des expressions polies mais distantes pendant que je connectais mon ordinateur portable au projecteur. 10 minutes dans ma présentation, papa a regardé sa montre, soupiré bruyamment, et levé la main pour m'arrêter en pleine phrase. « Je pense que nous en avons assez vu », a-t-il dit avec un sourire tendu qui n'atteignait pas ses yeux. « Manon, ma chérie, tout cela est très créatif, mais complètement impraticable pour une entreprise sérieuse comme la nôtre. Nos clients veulent de la stabilité, pas des technologies expérimentales. » Il s'est tourné vers les membres du conseil avec un haussement d'épaule apologétique. « Ma fille vient de terminer ses études et est pleine de ses idées académiques. Maintenant, passons-nous aux vraies questions d'affaires ? » L'humiliation me brûlait pendant que je rassemblais mes matériaux tandis qu'il ricanait et passait à autre chose comme si je n'avais jamais été là. Cette nuit-là, j'ai pris une décision qui changerait tout. Je quitterais Paris et l'entreprise familiale derrière moi. Je construirais quelque chose à moi, quelque chose de si réussi que même mon père ne pourrait pas l'ignorer. J'ai déménagé à Lyon avec 5 000 € d'économie et rien d'autre. Mes parents ont supposé que c'était juste une phase, une crise qu'ils ont tolérée avec un amusement condescendant. Elle reviendra quand elle n'aura plus d'argent, j'ai entendu papa dire à maman au téléphone pendant un de nos appels de plus en plus rares. Ces premières années ont été brutales. Mon minuscule studio dans un quartier douteux coûtait presque tout mon budget mensuel. J'ai survécu avec des nouilles instantanées et du café, travaillant 80 heures par semaine d'abord dans des emplois de programmation débutants, puis comme développeuse freelance. Chaque euro que je pouvais économiser allait dans la construction de ma propre entreprise. J'ai créé Sommet Holdings sous le pseudonyme Sophie Martin. Les initiales représentaient Sophie Michel, mais personne ne le savait. Je voulais que mon succès ou échec soit complètement déconnecté du nom Rousseau. J'ai commencé petit, développant des solutions d'entreprise personnalisées pour les startups, réinvestissant chaque profit. À la 3e année, j'avais 12 employés et un vrai bureau dans le Vieux-Lyon. La percée est venue quand j'ai développé une plateforme d'intégration propriétaire qui permettait au système legacy de communiquer sans faille avec les services cloud modernes, ironiquement similaires à ce que j'avais proposé à mon père des années plus tôt. Le capital risque est venu frapper, mais j'ai maintenu la propriété majoritaire, déterminée à contrôler mon destin. Au cours des 7 années suivantes, j'ai stratégiquement acquis de petites entreprises technologiques qui complétaient nos services. Sommet Holdings a atteint une valorisation de 200 millions d'euros avec des bureaux dans 4 villes. Pendant tout ce temps, j'ai maintenu mon pseudonyme dans toutes les relations d'affaires. Dans le monde de la tech, Sophie Martin était connue comme une fondatrice brillante et recluse qui donnait rarement d'interviews ou apparaissait lors d'événements industriels. Quand je devais absolument faire des apparitions publiques, j'utilisais des changements subtils à mon apparence et laissais mon directeur général faire la plupart des discours. Ma famille restait complètement ignorante de mon succès.
Pendant les appels de fête et les visites occasionnelles, je gardais les conversations vagues, décrivant mon travail comme « ça va bien » ou « je figure encore les choses ». Papa n'insistait jamais pour des détails, ayant déjà écarté ma carrière comme sans conséquence. Cela me convenait parfaitement pendant que je construisais Sommet en quelque chose qui les choquerait tous un jour. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant l'année passée, j'avais stratégiquement acquis des parts dans des entreprises qui étaient des fournisseurs et clients clés de Rousseau Software. J'ai étudié leurs rapports trimestriels, identifié leurs faiblesses, et positionné Sommet comme l'acheteur parfait pour amener Rousseau Software au niveau suivant. 6 mois auparavant, j'avais fait envoyer par mon directeur financier une offre d'acquisition anonyme par un tiers, que mon père avait prévisiblement rejetée sans considération appropriée. Maintenant, 10 ans après avoir été humilié dans cette salle de conseil, je rentrais à la maison pour Thanksgiving avec un plan qui changerait tout. Rousseau Software luttait avec une technologie obsolète et perdait des parts de marché. Mon père ne le savait pas encore, mais j'étais sur le point de devenir son pire cauchemar et son seul salut. La semaine avant Thanksgiving, j'étais dans mon bureau d'angle donnant sur la Saône, finalisant les papiers pour ce qui serait l'affaire la plus importante de ma vie. Mon assistante a frappé et est entrée avec mon itinéraire de voyage. « Votre jet privé est confirmé pour mardi à 10h, a-t-elle dit, posant le dossier sur mon bureau. « Êtes-vous sûr de ne pas vouloir amener votre équipe dirigeante à Paris pour la signature ?» J'ai secoué la tête. « C'est personnel. Je dois m'en occuper seule. » Après qu'elle soit partie, mon téléphone a sonné. C'était Amélie, ma meilleure amie depuis ses premiers jours difficiles quand nous partagions un mur dans des studios adjacents. « Tu vas vraiment passer par cette charade de Thanksgiving familiale ?» a-t-elle demandé sans préambule. « Après tout ce qu'ils ont fait ? Après 2 ans à peine vous parlez ?» J'ai soupiré, tournant dans ma chaise pour faire face à la fenêtre. « Je dois être là en personne quand ça arrive, Amélie. Je dois voir son visage. Je me souviens du dernier désastre de Noël, a-t-elle dit prudemment. Ton père a annoncé la promotion d'Alexandre en directeur général pendant que tu étais assise là avec ton tour de financement série de non retenus. Tu es revenu à Lyon et tu ne leur as pas parlé pendant des mois. » Le souvenir me piquait. Papa avait porté un toast à l'avenir de Rousseau Software en regardant directement mon frère, qui était trop bourré pour contribuer quoi que ce soit de significatif à la réunion stratégique plus tôt dans la journée. Cette fois sera différente, j'ai promis. Tout change ce Thanksgiving. J'ai passé la soirée à faire mes bagages, choisissant délibérément ma garde-robe pour faire une déclaration. Fini les vêtements décontractés que ma famille associait avec moi. Au lieu de cela, j'ai emballé des costumes Valentino, une robe Chanel pour le dîner de Thanksgiving, des talons Louboutin et les signifiants subtils de succès que seuls les riches reconnaissent, une montre Patek Philippe, un sac Bottega Veneta, de petites boucles d'oreilles en diamants de Cartier. Rien d'ostentatoire, tout indéniablement cher. Après des années à délibérément minimiser mon succès autour de ma famille, je voulais qu'ils en voient des aperçus avant la révélation finale. Mardi matin, j'ai embarqué dans le jet privé que j'utilisais rarement, préférant les vols commerciaux malgré ma richesse. Ce voyage justifiait l'exception. Pendant le vol des 1 heure, j'ai révisé le contrat une fois de plus, m'assurant que chaque détail était parfait. L'ironie ne m'échappait pas que pendant des années j'avais volé en classe économique vers Paris, mangeant des cacahuètes d'avion et me serrant dans des sièges du milieu tout en construisant l'empire qui me permettrait maintenant d'arriver avec style. Le jet a atterri dans un aéroport privé à l'extérieur de Paris. Une Tesla Model S noire attendait sur le tarmac, une autre indulgence inhabituelle que j'avais arrangée spécifiquement pour ce voyage. Alors que nous roulions à travers les quartiers familiers vers le 16e, j'ai senti un mélange étrange de nostalgie et de détermination se durcir en moi. Le domaine familial Rousseau ressemblait exactement à ce qu'il avait toujours été, architecture haussmannienne imposante, terrain parfaitement entretenu maintenant saupoudré de neige de novembre, une couronne déjà accrochée à la porte en préparation de la saison des fêtes. J'ai demandé au chauffeur d'attendre, puis j'ai pris une profonde respiration avant de monter les marches que j'avais gravies des milliers de fois auparavant. Maman a ouvert la porte elle-même, contournant la gouvernante dans son empressement à me voir. Ses yeux se sont légèrement écarquillés en prenant note de mon apparence. « Manon, chérie » a-t-elle dit, m'embrassant avec le parfum coûteux et la note faible de vin de midi dans son haleine.
Tu as l'air différente. C'est une quartier? Patek Philippe, en fait, ai-je dit en retournant son étreinte. C'est bon de te voir, maman. Elle m'a fait entrer, bavardant sur les préparatifs de Thanksgiving et le dernier jalon Instagram de Camille. J'ai hoché poliment la tête, posant mon sac dans le grand foyer avec son escalier courbe et son lustre en cristal. Douce maison, avec tous ses souvenirs compliqués. Ton père est dans son bureau, a dit maman. Il a été très occupé avec une grosse affaire. Très secret, même avec moi. J'ai souri. Je vais dire bonjour avant de m'installer. Le bureau de papa avait toujours été un territoire interdit, un sanctuaire masculin de cuir, d'acajou et de journaux d'affaires. J'ai frappé une fois et suis entré sans attendre de réponse, un petit acte de défiance. Il a levé les yeux de son bureau, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, la surprise vacillant sur son visage avant de se fixer dans son désintérêt habituel et léger. Manon, tu l'as fait. Il s'est levé pour une étreinte brève et maladroite, puis a fait un geste vague vers la chaise en face de son bureau. Le voyage de Lyon s'est bien passé? Très fluide, ai-je dit, ne prenant délibérément pas le siège offert. J'ai volé en privé. Ça fait gagner du temps. Une confusion momentanée a traversé ses traits. Privé? Ça a dû être cher. J'ai haussé les épaules. Les affaires vont bien. Avant qu'il puisse s'enquérir davantage, son téléphone a sonné et avec un « excuse-moi, c'est important », bref, il s'est détourné pour répondre. J'ai utilisé l'opportunité pour jeter un coup d'œil au papier sur son bureau. Il était là, la proposition d'acquisition Sommet Holdings avec le logo de ma société affiché de manière proéminente. Mon cœur s'est emballé, mais j'ai maintenu ma composition pendant qu'il finissait son appel. Désolé pour ça, a-t-il dit hâtivement, rassemblant les papiers dans un dossier. De grandes choses se passent dans l'entreprise. Tu ne comprendrais pas. Le rejet familier a glissé sur moi comme de l'eau maintenant. Bien sûr, papa. Je vais te laisser y retourner. J'ai quitté son bureau et suis monté dans mon ancienne chambre, que maman avait maintenue comme un sanctuaire à mon moi adolescent. Les trophées de débat, les prix d'informatique et les fanions de Polytechnique ornaient encore les murs, témoins poussiéreux d'accomplissements qui n'avaient jamais impressionné la seule personne dont j'avais le plus cherché l'approbation. Après m'être rafraîchi, je suis descendu et j'ai trouvé Alexandre dans le salon, buvant déjà du whisky à 15 heures. Il avait la grande stature et la posture confiante de notre père, mais des années d'indulgence privilégiée l'avaient adouci autour de la taille. Eh bien, la sœur prodigue revient, a-t-il dit, levant son verre en toast moqueur. Tu joues encore avec les ordinateurs à Lyon? Quelque chose comme ça, ai-je répondu avec un sourire tendu. Comment va ta petite start-up? Tu fais de l'argent maintenant? Sa condescendance était si familière, elle semblait presque comme la maison. Avant que je puisse répondre, Camille a éclaté dans la pièce, téléphone tenu à l'angle parfait pour capturer son entrée pour ses followers Instagram. Manon est là, tout le monde. Tant de réunions familiales, a-t-elle annoncé à son téléphone avant de faire des bises aériennes sur mes joues. Tu as l'air cher, s'arrête. Tu t'es enfin trouvé un petit ami riche? Non, je travaille juste dur, ai-je dit, sortant du cadre de sa caméra. Alexandre a amené sa nouvelle petite amie, a chuchoté Camille sur scène, filmant encore. Élodie, elle a 24 ans et enseigne le pilate professionnellement. Sur Signal, une brune élancée est entrée dans la pièce portant un jean de créateur et un pull en cachemire qui mettait en valeur sa silhouette parfaite. Alexandre l'a immédiatement tirée à ses côtés avec fierté propriétaire. Élodie, voici ma sœur Manon. Elle vit à Lyon et fait des trucs tech. Son geste vague a balayé une décennie de mes accomplissements professionnels. Oh mon Dieu, j'adore Lyon, s'est exclamée Élodie. La culture gastronomique est incroyable. Notre bavardage maladroit a été interrompu par le son de la voix élevée de papa depuis son bureau. Bien que les mots soient étouffés, son ton excité a porté à travers la maison. Oui, absolument. Demain après Thanksgiving. 50 millions est l'offre finale. Sommet Holdings a été très insistant sur les termes. Je me suis excusée vers la cuisine, ayant besoin d'un moment seul. Le personnel de maison avait toujours été plus gentil avec moi que ma propre famille.
Marie, notre gouvernante depuis 20 ans, préparait des légumes pour le festin de demain. Mademoiselle Manon, a-t-elle souri chaleureusement. C'est bon de vous voir. Vous avez bonne mine. Lyon vous va bien. Merci, Marie. Tu as besoin d'aide? Elle a secoué la tête. Votre mère veut tout parfait pour demain. Grand jour, dit-elle. Votre père a des nouvelles. J'ai hoché la tête, me demandant si tout le personnel de maison connaissait la vente avant ses propres enfants. Alors j'ai entendu. L'heure des cocktails avant le dîner était atroce. Maman voletait avec une gaieté forcée, papa vérifiait son téléphone toutes les quelques minutes, Alexandre se vantait de son nouveau speedboat à quiconque voulait l'écouter, et Camille documentait tout pour ses followers. J'ai siroté mon vin lentement, observant la dynamique familiale avec de nouveaux yeux, plus la fille blessée cherchant la validation, mais une femme d'affaires réussie sur le point de changer complètement le jeu. Le dîner est prêt, a finalement annoncé maman, nous guidant vers la salle à manger formelle où la famille s'était rassemblée pour les repas de fête pendant 3 générations. J'ai pris une profonde respiration et les ai suivis, sachant qu'au moment où le dessert serait servi, rien ne serait plus jamais pareil. Le dîner de Thanksgiving de la famille Rousseau avait toujours été une affaire formelle. La massive table en acajou brûlé sur la lumière de dressée avec la porcelaine spot qui n'émergeait que pour les occasions spéciales. Des candélabres en argent sterling tenaient des bougies effilées au bord, jetant une lueur chaude sur la pièce maîtresse automnale de Séville, rouge et feuillage d'automne que maman avait sans doute commandé au fleuriste le plus cher de Paris. J'ai noté avec amusement léger que j'avais été placée à l'extrémité la plus éloignée de la table, aussi loin de papa en tête que physiquement possible. Typique. Alexandre était assis à la droite de papa avec Élodie à côté de lui, tandis que Camille occupait la place à la gauche de papa. Maman a pris sa place traditionnelle à l'extrémité opposée avec moi à côté d'elle, symboliquement séparée du cercle intérieur des affaires familiales par la longueur de bois poli entre nous. Marie et le personnel de cuisine ont apporté plat après plat, soupe de courges buternues garnie de crème fraîche, salade d'automne aux noix confites et canneberges, et finalement la dinde, un oiseau de 12 kilos rôti à la perfection dorée, accompagné de tous les accompagnements traditionnels. Papa a découpé avec précision cérémonielle tandis que Camille filmait pour ses médias sociaux, fournissant un commentaire continu. Et voici papa découpant la dinde, exactement comme son père avant lui, continuant la tradition familiale Rousseau d'excellence en tout ce qu'ils font. J'ai attrapé maman grimaçant légèrement à la performance de Camille avant de prendre une grande gorgée de son vin. À mon compte, c'était son 4e verre depuis mon arrivée. Une fois nos assiettes remplies, papa a levé son verre pour le rituel traditionnel de gratitude familiale Rousseau, une autre performance où nous partagions chacun ce pourquoi nous étions reconnaissants cette année. Ça avait été autrefois significatif avant de dégénérer en rapport de statut compétitif. Alexandre est allé en premier, comme l'aîné le faisait toujours. Je suis reconnaissant pour un autre trimestre record chez Rousseau Software, a-t-il commencé, bien que je savais de mes recherches que l'entreprise avait en fait perdu des parts de marché pour le 3e trimestre consécutif, et pour mon nouveau yacht de 14 mètres, le Rousseau Legacy. Il a serré la main d'Élodie. Et pour de nouveaux commencements avec cette femme incroyable. Élodie a gloussé et embrassé sa joue tandis que Camille faisait des mouvements de vomissement exagérés quand Alexandre ne regardait pas. Camille est venue ensuite, téléphone encore en main. Je suis si reconnaissante d'avoir atteint 1,2 million de followers cette année. Ma collaboration avec Luxe Beauty Brands a été incroyable, et je suis reconnaissante d'être une Rousseau et de représenter notre marque familiale au monde. Elle a rayonné vers papa, qui a hoché approbativement, bien qu'il se soit souvent plaint en privé de sa carrière frivole. Quand mon tour est venu, j'ai posé ma fourchette et parlé clairement. Je suis reconnaissante pour les leçons que la vie m'a enseignées, que parfois le rejet mène au bon chemin, que la persistance compte plus que le privilège, et que le succès est le meilleur professeur. J'ai levé mon verre. A trouvé son propre chemin. Papa a froncé légèrement les sourcils, peut-être détectant quelque chose dans mon ton, mais a rapidement passé à son propre discours de gratitude, qui se centrait prévisiblement sur l'héritage commercial qu'il avait construit. Maman a offert des remerciements génériques pour la famille et la santé, ces mots légèrement pâteux. Pendant tout le repas, papa semblait distrait, vérifiant son téléphone sous la table et chuchotant occasionnellement avec maman, dont le sourire devenait de plus en plus tendu.
Alexandre dominait la conversation avec des histoires sur les clients qui l'avaient supposément impressionné, tandis que Camille interrompait régulièrement pour partager des commentaires de ses followers regardant son histoire Instagram de Thanksgiving. Quand Marie a apporté les tartes à la citrouille et aux noix de pécan, papa a soudainement tapé son couteau contre son verre d'eau en cristal, le pin aigu coupant la conversation du dîner. « J'ai une annonce à faire », a-t-il dit, se levant en tête de table avec l'autorité de quelqu'un habitué à commander les salles, une qui affecte tout le monde ici. La table est devenue silencieuse. Même Camille a baissé son téléphone. Comme vous le savez, j'ai dédié ma vie à construire Rousseau Software en leader dans notre industrie. Mais toutes les bonnes choses évoluent, et le temps du changement est venu. Il a fait une pause dramatiquement. J'ai décidé de vendre l'entreprise. Alexandre s'est étouffé avec son vin. Quoi? Papa, tu ne peux pas être sérieux. Papa a levé la main pour le silence. J'ai été en négociation pendant des mois avec un acheteur très intéressé. L'affaire sera finalisée demain. Camille a halné théâtralement. Mais papa, qu'en est-il de l'héritage Rousseau? Ma marque est construite autour d'être une héritière Rousseau Software. Cela m'amène à la deuxième partie de mon annonce, a continué papa, son expression illisible. Le produit de la vente n'ira pas à vous les enfants comme héritage. Maintenant Alexandre et Camille ont éclaté en protestation. C'est notre droit de naissance. Alexandre a frappé son poing sur la table, faisant teinter la porcelaine. Qu'est-ce que tu veux dire, a gémi Camille, diffusant maintenant le drame familial en direct pour ses followers. Où va l'argent? Papa a attendu que leurs éclats se calment. Votre mère et moi utiliserons une partie pour notre retraite. Le reste ira à l'établissement de la Fondation Rousseau, une organisation caritative pour soutenir l'éducation technologique. Alexandre s'est levé, son visage rouge de colère. J'ai donné 12 ans à cette entreprise. Tu as promis qu'elle serait mienne un jour. Tu nous l'as promis à tous. Camille s'est jointe, des larmes coulant sur ses joues parfaitement contournées, bien qu'elle garde son téléphone soigneusement incliné pour capturer son angle de pleurs le plus flatteur. Pendant tout le chaos, je suis restée parfaitement immobile, prenant de petites bouchées délibérées de tarte aux noix de pécan. Maman a remarqué mon calme et m'a donné un regard interrogateur. Manon, a-t-elle dit doucement, tu ne sembles pas surprise. La table s'est progressivement calmée alors que tout le monde se tournait vers moi, se souvenant soudainement de ma présence. En fait, ai-je dit, posant ma fourchette à dessert avec précision, j'ai juste une question. J'ai regardé directement mon père. Qui est l'acheteur? La poitrine de papa s'est gonflée de fierté, content d'avoir des informations importantes que nous n'avions pas. Une firme d'investissement tech très réussie appelée Sommet Holdings. Il paie 50 millions d'euros, ce qui est plus que généreux étant donné nos défis de marché récents. J'ai pris une gorgée d'eau, utilisant le moment pour me stabiliser pour ce qui venait ensuite. La pièce se sentait chargée d'électricité étrange, le moment suspendu entre passé et futur. Papa, ai-je dit finalement, ma voix calme et claire, je suis Sommet Holdings. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge grand-père en tic-tic-taquer dans le couloir, marquant les secondes d'incrédulité figée. Pendant plusieurs battements de cœur, personne n'a bougé. Le silence était absolu, comme si l'air lui-même s'était solidifié autour de nous. J'ai observé les émotions jouer sur le visage de mon père en succession rapide, confusion, incrédulité, choc, et finalement les premiers sentiments de colère. Alexandre a été le premier à réagir, renversant son verre de vin en se levant brusquement. Le liquide rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang, une ponctuation vive du moment. De quoi tu parles, bordel, a-t-il demandé, regardant entre papa et moi avec panique croissante. Camille, incroyablement, filmait encore, ses mains tremblant en capturant ce qui devenait rapidement le contenu le plus dramatique que ses followers aient jamais vu. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté à son téléphone, ma sœur vient-elle de dire qu'elle possède Sommet Holdings, l'entreprise qui achète notre affaire familiale? Maman a tendu la main vers son verre de vin, l'a trouvé vide, et a promptement saisi la bouteille. Je me suis levée lentement, ressentant un étrange sentiment de calme après avoir porté ce secret si longtemps. Sophie Martin, ai-je dit. Sophie Michel Martin.
C'est le nom que j'ai utilisé professionnellement pendant la dernière décennie en construisant Sommet Holdings en une entreprise de 200 millions d'euros. Papa a trouvé sa voie enfin. C'est absurde, a-t-il bafouillé. Sommet Holdings est dirigé par Sophie Martin, une investisseuse technologique respectée, pas par ma fille qui a joué avec des startups à Lyon. J'ai atteint dans mon sac à main et sorti mon étui à carte de visite, fait de platine brossé élégant avec le logo Sommet Holdings gravé sur sa surface. J'ai glissé une carte sur la table vers lui. En fait, papa, je suis S. Martin. J'ai fondé Sommet Holdings il y a 10 ans, après que tu aies rejeté ma proposition d'affaires et m'aies humilié devant ton conseil. Papa a attrapé la carte, la fixant comme si elle pourrait se transformer dans ses mains. C'est une sorte de blague, a-t-il dit, mais sa voix avait perdu sa certitude. Sommet Holdings possède maintenant des intérêts de contrôle dans TechFlow Systems, Datalink Solutions et Cortec Industries, ai-je continué, nommant les 3 plus grands fournisseurs de Rousseau Software. Nous avons aussi récemment acquis des participations majoritaires dans vos 2 plus gros clients, Morrison Manufacturing et Eastside Distribution. L'acquisition Rousseau Software est la pièce finale d'un plan stratégique que j'ai implémenté pendant les 18 derniers mois. Tu as espionné notre affaire, a accusé Alexandre, son visage marbré de rage. C'est de l'espionnage industriel. Non, Alexandre. Ça s'appelle de la recherche de marché. Tout ce que j'ai appris sur Rousseau Software venait de rapports financiers publiquement disponibles, d'analyses industrielles et de canaux complètement légaux. Je me suis retourné vers papa. La vérité est, Rousseau Software échoue depuis des années. Votre technologie est obsolète, vos pratiques de gestion sont du siècle dernier, et vous avez perdu 24% de part de marché dans les 3 dernières années. Comment oses-tu, papa a commencé, mais je l'ai coupé. J'ai d'abord essayé de t'aider. Tu sais, il y a 6 mois, Sommet Holdings a envoyé une proposition de partenariat anonyme qui aurait permis au nom Rousseau de rester sur l'entreprise tout en fournissant le capital et les mises à niveau technologiques dont vous aviez désespérément besoin. Tu l'as rejeté sans même lire au-delà de la première page. Les yeux de papa se sont écarquillés en reconnaissance. La proposition Phoenix. C'était toi ? J'ai hoché la tête. Je voulais te donner une chance d'accepter de l'aide sans savoir qu'elle venait de moi. Ton orgueil ne l'a pas permis. Alors tout ce temps tu as comploté contre ta propre famille, a crié Alexandre, planifiant de voler notre entreprise. Pas voler, Alexandre. Acheté légalement pour 50 millions d'euros, ce qui est honnêtement plus que sa valeur marchande actuelle. J'ai gardé ma voix calme malgré la tempête émotionnelle qui brassait en moi. Et soyons clairs, cette entreprise a cessé d'être notre affaire familiale le jour où papa a rendu évident qu'un seul enfant aurait jamais un rôle significatif dedans, malgré le manque complet de qualification ou d'intérêt pour la technologie de cet enfant. Camille a finalement baissé son téléphone, la réalité de la situation semblant finalement l'atteindre. Alors tu vas être notre patronne maintenant, a-t-elle demandé d'une petite voix. Techniquement, oui, ai-je confirmé. Bien que la structure de gestion actuelle sera complètement réorganisée. Papa s'est levé brusquement, sa chaise raclant bruyamment contre le parquet. Cette affaire est annulée, a-t-il déclaré. Je ne vendrai pas mon entreprise à ma propre fille comme une sorte de complot de vengeance. J'ai secoué lentement la tête. Les contrats sont signés, papa. Le conseil a approuvé la vente. Le communiqué de presse sort demain à 9h CET. Légalement, Sommet Holdings possède déjà Rousseau Software. Je vais combattre ça, a-t-il menacé, bien que l'incertitude dans ses yeux me dise qu'il savait déjà que je l'avais déjoué. Mes avocats vont. Tes avocats ont déjà vérifié l'affaire extensivement, ai-je interrompu gentiment. Ils t'ont conseillé que c'était la meilleure offre que tu obtiendrais sur le marché actuel. Qu'est-ce que tu vas leur dire exactement maintenant ? Que tu es contrarié parce que la CEO brillante avec qui tu négociais s'avère être ta fille ? Maman a parlé pour la première fois depuis ma révélation, ses mots légèrement pâteux mais son regard surprenamment clair. Toutes ces années, Manon. Toutes ces années tu construisais ça pendant que nous pensions. Pendant que vous pensiez que j'échouais, ai-je fini pour elle ? Oui, exactement. Papa a frappé sa main sur la table. Tu as un choix à faire maintenant, Manon. Tu peux être ma fille,
ou tu peux être la personne qui a pris mon entreprise. Tu ne peux pas être les deux. L'ultimatum pendait dans l'air entre nous, si prévisible que ça me rendait presque triste. Il y a 10 ans, ça m'aurait dévasté. Maintenant ça confirmait seulement ce que j'avais toujours su. C'est là où tu te trompes, papa, ai-je dit doucement. Je suis les deux. Je l'ai toujours été. Tu refuses juste de le voir. Camille avait commencé à pleurer pour de vrai maintenant, le mascara coulant sur ses joues parfaitement contournées. Qu'est-ce qui nous arrive? À nos fonds fiduciaires? Nos positions? Ça dépend, ai-je répondu honnêtement, de si vous voulez réellement travailler pour l'entreprise ou juste revendiquer ses bénéfices. Alexandre a pointé un doigt accusateur vers moi. Tu as planifié ça pour Thanksgiving délibérément, n'est-ce pas? Pour nous humilier devant toute la famille. J'ai planifié ça pour Thanksgiving parce que je savais que tout le monde serait ici, ai-je corrigé. Et parce qu'il y a 10 ans au dîner de Thanksgiving, papa a annoncé qu'il te promouvait directeur général malgré ton manque complet de qualifications, tout en me disant que mon diplôme de Polytechnique et 3 ans d'expérience de programmation ne suffisaient même pas pour justifier un poste de gestion d'entrée de gamme. Le visage de papa a rougi au rappel. C'était différent. Alexandre est mon fils, mon premier-né. Et voilà, ai-je dit doucement. La vraie raison pour laquelle je n'ai jamais eu ma chance. Pas mes idées, pas mon éducation, pas mon éthique de travail, juste mon sexe. La vérité douloureuse a fait taire la pièce à nouveau. Même Alexandre a eu la grâce de paraître mal à l'aise. Cette conversation est terminée, a finalement déclaré papa. Tout le monde dehors. Je dois appeler mes avocats. Il est sorti en tempête de la salle à manger, le son de la porte de son bureau claquant résonnant dans la maison moment plus tard. Maman s'est levée de manière instable. Je devrais aller le voir, a-t-elle murmuré, bien qu'elle ait fait une pause à côté de ma chaise. Tu vaux vraiment 200 millions d'euros? J'ai hoché la tête. Et toutes ces fois où tu ne pouvais pas rentrer à la maison pour Noël parce que tu disais que tu ne pouvais pas te permettre le billet d'avion. Je dirigeais une entreprise, maman. Et j'avais besoin que vous continuiez tous à me sous-estimer. Elle a touché mon épaule brièvement, une expression illisible sur son visage, puis a suivi papa. Alors que la salle à manger se vidait, je suis restée assise, regardant le festin de Thanksgiving abandonné autour de moi. La dinde était devenue froide, les bougies avaient brûlé bas, et la famille que j'avais autrefois désespérément voulu impressionner s'était dispersée dans le choc et la colère. Ça aurait dû se sentir comme une victoire. Au lieu de cela, une douleur creuse s'est répandue dans ma poitrine alors que je réalisais que bien que j'ai finalement gagné leur attention, j'étais plus loin que jamais de gagner leur compréhension. Je me suis retirée dans ma chambre d'enfance alors que la maison descendait dans le chaos en dessous. À travers le plancher, je pouvais entendre papa crier au téléphone, présumément avec ses avocats, tandis que les tons apaisants de maman montaient et descendaient en contrepoint. Occasionnellement, la voix en colère d'Alexandre se joindrait au tumulte, suivie par les lamentations dramatiques de Camille. Ma vieille chambre restait figée dans le temps, un musée de la personne que j'avais été. Le lit simple avec sa couverture violette, le bureau où j'avais passé d'innombrables heures à coder et rêver, les étagères alignées de manuels d'informatique et les quelques romans fantastiques que je m'étais permis comme rares indulgences. Les trophées de débat et médailles académiques ramassaient la poussière sur les étagères, accomplissement qui n'avait jamais impressionné la seule personne dont j'avais le plus cherché l'approbation. J'ai passé mes doigts le long des dos de mes anciens journaux, en tirant un au hasard. À l'intérieur étaient des plans d'affaires détaillés, des croquis d'algorithmes, et des notes pour la plateforme d'intégration Cloud Exact qui était finalement devenue le produit phare de Sommet. L'ironie ne m'échappait pas que tout ce que j'avais construit avait commencé ici même, dans la pièce où je m'étais senti le plus invisible. Un coup sec à la porte a interrompu mes pensées. Je l'ai ouverte pour trouver Alexandre, sa cravate desserrée et le visage rouge de colère ou d'alcool, possiblement les deux. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit, se poussant dans la pièce sans attendre d'invitation. J'ai fermé la porte et me suis appuyée contre elle, bras croisés. « De quoi, Alexandre ? Comment j'ai ruiné ton Thanksgiving, ou comment tu prévois d'hériter d'une entreprise que tu as aidé à faire échouer ? Tu penses que tu es si intelligente, a-t-il sifflé, arpentant le petit espace comme un animal en cage.
Petite Manon avec ses ordinateurs et son identité secrète. Tu as apprécié nous mentir toutes ces années? À peu près autant que tu as apprécié t'approprier mes idées, ai-je répondu calmement. Tu te souviens quand j'ai suggéré que Rousseau Software devrait passer aux solutions basées sur le cloud il y a 5 ans au dîner de Noël? Papa l'a balayé comme du jargon tech à la mode, mais d'une manière ou d'une autre 3 mois plus tard, tu as présenté exactement le même concept comme ta propre vision stratégique. Alexandre a arrêté d'arpenter, son expression s'assombrissant. J'étais celui qui est resté. J'étais celui qui a investi du temps dans l'entreprise pendant que tu courais à Lyon pour prouver je ne sais quoi. Tu as investi du temps, oui. Mais qu'est-ce que tu as réellement contribué, Alexandre? À part les dépenses sur la carte de crédit de l'entreprise pour les dîners clients dans les clubs de striptease et un bureau d'angle que tu utilisais principalement pour les siestes entre les gueules de bois? Son visage s'est contorsionné de fureur. Tu ne sais pas de quoi tu parles. J'ai amené le compte Eastside. Eastside est venu à Rousseau Software parce que j'ai personnellement contacté leur CTO comme Sophie Martin et recommandé vos services dans le cadre de ma stratégie d'acquisition à long terme, l'ai-je informé. Et je sais exactement de quoi je parle parce que j'ai audité l'entreprise à distance pendant l'année passée dans le cadre de ma diligence raisonnable, y compris les dossiers financiers que tu pensais n'être accessibles que sur le serveur local. La couleur a quitté son visage. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pour les 280 000 € que tu as détournés par de faux comptes fournisseurs, Alexandre. Je sais pour les frais de consultation fantômes qui sont allés directement sur ton compte offshore personnel. Je sais tout. Il a fait un pas menaçant vers moi. Tu ne peux pas prouver ça. J'ai les dossiers de transaction, les numéros de compte, et les logs IP montrant que les entrées falsifiées venaient de ton ordinateur de bureau les jours où seulement toi étais présent dans le bâtiment. J'ai tenu son regard fermement. Je ne prévois pas de poursuivre des accusations criminelles, Alexandre. Ça ferait du mal à l'entreprise pendant la transition. Mais ne me teste pas. Tu, a-t-il chuchoté, les mains se serrant en poing à ses côtés. Tu détruirais ton propre frère? Je tiendrais responsable un voleur qui se trouve être lié à moi, l'ai-je corrigé. Il y a une différence. Nous sommes restés en silence tendu jusqu'à ce qu'il se détourne finalement. Ce n'est pas fini, a-t-il averti, tirant la porte ouverte. En fait, ça l'est, ai-je dit à son dos qui s'éloignait. Tu ne t'en rends juste pas compte encore. J'avais à peine fermé la porte qu'un autre coup est venu. Cette fois c'était Camille, son maquillage fraîchement retouché malgré les traces de larmes encore visibles sur ses joues. Alors tu es comme une millionnaire secrète, a-t-elle dit sans préambule, entrant dans ma chambre et s'asseyant immédiatement sur mon lit. C'est en fait plutôt badass. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire à son pivot rapide. C'est ce que tu disais il y a 5 minutes? Tu pleurais sur la perte de ton statut d'héritière. Elle a haussé les épaules, examinant sa manucure. Je suis adaptable. C'est essentiel pour la longévité d'influenceuse. Elle a levé les yeux avec un calcul soudain dans les yeux. Pense juste au contenu qu'on pourrait créer ensemble. Ma sœur, le magnate de la tech. Mes followers dévoreraient ça. C'est pour ça que tu es ici, Camille? Pour proposer une collaboration d'affaires? Plus comme un arrangement mutuel, a-t-elle dit, lissant sa robe. Tu as besoin d'une présence médiatique pour ton entreprise qui t'humanise, et j'ai besoin d'une connexion authentique au vrai succès d'affaires au lieu de juste paraître jolie avec des produits. La nature nakedly transactionnelle de sa proposition était si typiquement Camille que je l'ai presque admirée. Et qu'en est-il de réellement travailler pour l'entreprise? Apprendre les affaires? Contribuer quelque chose au-delà de ton esthétique Instagram? Elle a plissé le nez. Mon Dieu, non. Le codage est ennuyeux et les réunions d'affaires me donnent envie de mourir. Mais je pourrais être comme l'ambassadrice de marque, le visage de l'entreprise pour le marché lifestyle. Le visage d'une plateforme d'intégration logicielle d'entreprise pour le marché lifestyle, ai-je répété lentement. Tu t'entends? Camille s'est levée, redressant ses épaules. Bien, moque-toi de moi comme tous les autres dans cette famille. Mais mes compétences en médias sociaux sont réellement précieuses sur le marché d'aujourd'hui, que tu les respectes ou non. J'ai construit ma propre marque de rien, exactement comme toi.
Le parallèle ne m'était jamais venu à l'esprit auparavant, et je me suis trouvé momentanément sans voix. Il y avait une étrange sorte de vérité là-dedans, bien que nos méthodes et valeurs divergent dramatiquement. Je vais y réfléchir, ai-je dit finalement, mais pas ce soir. Elle a hoché la tête, apparemment satisfaite même de cette petite concession. Juste pour que tu saches, j'ai déjà posté sur un grand bouleversement d'affaires familiales sans spécificité. Mon engagement crève le plafond. Après qu'elle soit partie, je me suis assise à mon ancien bureau, allumant mon ordinateur portable pour vérifier les détails finaux pour l'annonce de demain. Un coup gentil m'a interrompu à nouveau. Entrez, ai-je appelé, m'attendant peut-être à Marie avec du thé, ou quelqu'un du personnel de maison. Au lieu de cela, maman est entrée, paraissant surprenamment sobre étant donné la quantité de vin qu'elle avait consommé au dîner. Elle avait changé de sa robe de dîner en un pull cachemire et un pantalon, son armure d'épouse de société parisienne temporairement mise de côté. Ton père s'est enfermé dans son bureau avec une bouteille de whisky et les statuts de l'entreprise, a-t-elle dit, s'installant dans le siège près de la fenêtre où elle s'asseyait autrefois pour me lire des histoires enfants. Il est convaincu qu'il doit y avoir une échappatoire pour arrêter la vente. Il n'y en a pas, ai-je dit simplement. Ses avocats l'ont déjà confirmé. Elle a hoché la tête, regardant autour de la pièce pensivement. Tu sais, j'ai gardé tout exactement comme tu l'avais laissé. J'ai toujours pensé que tu reviendrais une fois que tu aurais sorti cette rébellion de ton système. Ce n'était jamais une rébellion, maman. C'était une carrière. Une vie. 200 millions d'euros, a-t-elle songé, secouant légèrement la tête. Ma petite fille a construit une entreprise valant 200 millions d'euros en secret pendant que nous pensions tous que tu galérais. Je me suis tournée complètement vers elle. Tu aurais pu demander, maman. N'importe qui d'entre vous aurait pu montrer un intérêt genuin pour ce que je faisais, mais aucun de vous ne voulait vraiment savoir. Des larmes se sont rassemblées dans ses yeux. Je savais, Manon. Pas les détails, pas l'ampleur de ton succès, mais je savais que tu étais spéciale. Je l'ai vu quand tu étais petite, la façon dont ton esprit fonctionnait différemment, comment tu comprenais des choses que le reste d'entre nous ne pouvait pas saisir. Elle s'est essuyée les joues. Je ne savais juste pas comment t'aider dans une famille comme la nôtre, avec un homme comme ton père. Tu aurais pu me défendre, ai-je dit, la vieille douleur montant de manière inattendue dans ma gorge. Toutes ces fois où il m'a rejetée, humiliée. Tu es juste restée assise là. J'avais tort, a-t-elle admis doucement. Je me disais que je gardais la paix, étant une épouse de soutien. Mais j'ai échoué comme mère quand tu avais besoin d'un défenseur. La simple reconnaissance a percé quelque chose de longtemps gelé en moi. J'étais venue préparée pour la colère, pour les accusations, même pour les menaces légales. Je n'étais pas préparée pour le remords genuin. Que se passe-t-il maintenant ? A demandé maman après un long silence. Demain matin, l'acquisition devient publique. Rousseau Software deviendra une filiale de Sommet Holdings. Le nom de l'entreprise restera pour l'instant, mais les opérations seront complètement restructurées. J'ai hésité, puis ajouté, Papa et Alexandre se verront offrir des positions consultatives sans autorité réelle s'ils les veulent, principalement pour les apparences pendant la transition. Et toi, vas-tu déménager de retour à Paris ? J'ai secoué la tête. Je resterai à Lyon. Nous installerons une nouvelle équipe de gestion ici. Elle a hoché la tête, semblant comprendre tout ce que je ne disais pas, que j'avais dépassé cette maison, cette dynamique familiale, cette version de moi-même. Ton père ne te pardonnera peut-être jamais pour ça, a-t-elle averti doucement. Je sais, ai-je reconnu. Mais ce n'est pas à propos du pardon, maman. C'est à propos d'être enfin vue. Après qu'elle soit partie, j'ai travaillé jusqu'à l'aube, me préparant pour la confrontation du matin, ignorant les textos d'Amélie demandant des mises à jour. Alors que la première lumière grise du matin filtrait à travers mes rideaux, j'ai changé dans un de mes costumes Valentino, coiffé mes cheveux en chignon élégant, et mis le maquillage subtil pour lequel Sophie Martin était connue dans ses rares apparitions publiques. Le matin apporterait soit un nouveau commencement pour la famille Rousseau, soit sa fracture finale. De toute façon, j'étais prête. La cuisine était étrangement silencieuse quand je suis descendue à 7 heures. Marie m'a silencieusement tendu une tasse de café, ses yeux communiquant un mélange d'inquiétude et de respect.
La salle à manger formelle avait été débarrassée du désastre de Thanksgiving d'hier, aucune preuve ne restait de l'explosion familiale sauf la tension persistante dans l'air. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de mon équipe dirigeante, impatiente pour des mises à jour sur l'annonce d'acquisition prévue pour 9 heures. Un texte d'Amélie: as-tu lâché la bombe? Respire-t-il encore? Je venais de finir de répondre quand papa est apparu dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Il paraissait plus vieux qu'hier, les lignes autour de ses yeux plus profondes, sa posture normalement parfaite légèrement voûtée. Il n'avait manifestement pas dormi. Mon bureau. Maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Je l'ai suivi dans le couloir vers la pièce qui avait toujours été le centre du pouvoir familial Rousseau. Les murs lambrissés étaient couverts de distinctions encadrées, couvertures de magazines d'affaires mettant en vedette papa, prises industrielles, photos avec des politiciens et célébrités. Manifestement absent était toute reconnaissance de mes accomplissements, bien que ma photo de diplôme de Polytechnique soit assise sur une table d'appoint, à moitié cachée derrière des photos de famille plus proéminentes. Papa a pris son siège derrière le bureau massif, une position qu'il avait utilisée pour intimider les rivaux d'affaires pendant des décennies. J'ai choisi de ne pas m'asseoir dans la chaise des visiteurs comme attendu, me perchant plutôt sur le bord du bureau lui-même, un repositionnement subtil de notre dynamique de pouvoir qui n'est pas passé inaperçu. Mes avocats confirment ce que tu as dit hier soir, a-t-il commencé sans préambule. La vente est légalement contraignante. Le vote du Conseil était unanime. Bien sûr qu'il l'était, ai-je répondu. Rousseau Software perd des parts de marché depuis 3 ans. Votre technologie est obsolète, votre structure de gestion est gonflée, et votre pipeline de développement est vide. Le Conseil a reconnu une bonne offre quand il l'a vue. 50 millions d'euros, a-t-il dit, secouant la tête. L'entreprise était évaluée à 72 millions il y a juste 2 ans. L'entreprise était surévaluée il y a 2 ans, ai-je corrigé, et j'ai offert plus que tout autre acheteur potentiel n'aurait offert. La plupart auraient démoli les actifs et dissous le nom Rousseau entièrement. Il a levé les yeux brusquement. Et c'est ton plan? Effacer ton propre héritage familial? Non, ai-je dit. Malgré tout, je respecte ce que grand-père a construit et ce que tu as élargi. Le nom Rousseau reste, bien que la structure de l'entreprise changera significativement. Pour la première fois, l'incertitude a traversé ses traits. Quels sont exactement tes plans? J'avais attendu 10 ans qu'il me demande mon opinion sur les affaires. L'ironie ne m'échappait pas. Rousseau Software deviendra la division entreprise de Sommet Holdings, se concentrant sur la mise à jour de vos produits legacy et leur intégration avec nos plateformes cloud. Nous conserverons environ 65% du personnel actuel, avec des changements significatifs dans la haute direction. Et moi, a-t-il demandé, la question lui coûtant manifestement. Tu te verras offrir un poste de président d'honneur, aucune autorité opérationnelle, mais tu maintiendras un bureau et pourras conseiller sur les relations clients pendant la transition. Sa mâchoire s'est tendue. Un rôle de figure de proue. Un poste consultatif respecté, ai-je contré, avec tous les avantages et un package de compensation généreux. Il s'est levé brusquement, marchant vers la fenêtre qui donnait sur le jardin impeccablement entretenu. Pour un long moment il n'a rien dit, me tournant le dos pendant qu'il regardait la propriété que des générations de succès Rousseau avaient construite. « Comment as-tu fait » a-t-il finalement demandé, sa voix plus calme. « Comment ? Construire quelque chose d'aussi précieux quand tu n'avais rien, aucune connexion, aucun capital de démarrage. J'avais mon éducation, lui ai-je rappelé, la seule chose que tu ne pouvais pas me prendre. Et j'avais une motivation énorme pour te prouver le contraire. » Il s'est retourné pour me faire face. Je m'attendais à ce que tu échoues, tu sais. Tout le monde le fait, 90% des startups ne dépassent jamais les 3 premières années. Je pensais. Il a hésité, semblant lutter avec les mots. Je pensais que je te protégeais de la déception inévitable. En m'assurant que je n'ai jamais la chance d'essayer? J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas de la protection, papa. C'est du contrôle. Il a légèrement tressailli à l'accusation. Peut-être. J'ai construit cette entreprise à partir de ce que mon père avait commencé, l'ai élargi 10 fois. Je pensais que je savais mieux. Mais tu ne savais pas,
ai-je dit simplement. Tu avais tort à mon sujet. Tort sur la direction de l'industrie. Tort qu'Alexandre était le successeur naturel. À la mention de mon frère, l'expression de papa s'est assombrie. Alexandre peut avoir ses défauts, mais il a été loyal à cette entreprise. Alexandre a détourné de l'entreprise pendant au moins 3 ans, l'ai-je informé crûment. J'ai toute la documentation. C'est en partie pourquoi j'ai agi maintenant, avant qu'il puisse faire plus de dégâts. Papa s'est affaissé dans sa chaise, le choc de cette nouvelle révélation apparemment trop pour être traité debout. Ça ne peut pas être vrai. 280 000 € siphonnés par de faux comptes fournisseurs. Les preuves sont irréfutables. Pourquoi aurait-il besoin de voler? Il a un salaire généreux, un fonds fiduciaire? Dette de jeu, ai-je dit. Paris sportif principalement, d'après ce que j'ai pu déterminer. Papa a enfoui son visage dans ses mains brièvement avant de lever les yeux à nouveau, paraissant soudainement tous ses 69 ans. Alors mon fils et mon entreprise échouaient tous les deux, et j'étais trop aveugle pour voir l'un ou l'autre. La vulnérabilité nue dans son aveu m'a prise par surprise. Je m'attendais à plus de colère, plus d'accusations, pas cette acceptation brisée. Pas aveugle, ai-je dit, adoucissant légèrement mon ton. Juste regardant dans la mauvaise direction. Un long silence s'est étiré entre nous, rempli de décennies de malentendus et d'opportunités manquées. Quand il a finalement parlé à nouveau, sa voix avait changé, l'arrogance remplacée par quelque chose s'approchant de la curiosité genuine. « Comment as-tu fait » a-t-il demandé. « Vraiment ? Aucune connexion, aucun investisseur qui connaissait le nom Rousseau. Comment as-tu construit quelque chose d'aussi réussi ? » J'ai considéré esquiver, mais il y avait quelque chose dans sa question qui semblait sincère, pour la première fois dans notre relation. J'ai commencé petit, ai-je expliqué. Travail de développement freelance pour construire du capital. Puis j'ai créé une plateforme d'intégration propriétaire qui résolvait un problème que chaque entreprise a, connecter les systèmes legacy avec l'architecture cloud moderne. C'était en fait basé sur la proposition que tu avais rejetée quand j'avais 22 ans. Un éclair de reconnaissance a traversé son visage. Celle avec la solution middleware. J'ai hoché la tête, surprise qu'il se souvienne même de ça. Oui. Je l'ai raffiné, rendu plus adaptable, l'ai utilisé pour attirer nos premiers gros clients. Réinvesti chaque profit, vécu dans un studio pendant 3 ans en mangeant des nouilles instantanées pour garder les frais généraux bas. Construit une équipe de gens brillants qui croyaient en la vision. Sans le nom Rousseau pour ouvrir les portes, a-t-il réfléchi. À cause de cela, d'une certaine manière, ai-je corrigé. Être sous-estimé est une position puissante si tu sais comment l'utiliser. Personne ne m'a vu venir. Il a presque souri à ça. Manifestement pas. Un autre silence est tombé, mais différent maintenant, moins hostile. J'ai vérifié ma montre. Le communiqué de presse sort dans 45 minutes. Nous devrions discuter des prochaines étapes. Qu'en est-il d'Alexandre et Camille, a-t-il demandé. Alexandre se verra offrir un choix, démissionner tranquillement avec une indemnité raisonnable, ou faire face aux conséquences légales potentielles pour le détournement. Camille ? J'ai fait une pause, considérant. Camille a en fait un cas convaincant hier soir pour servir d'ambassadrice de marque. Ses compétences en médias sociaux sont légitimement précieuses dans le bon contexte. Papa a paru genuinement surpris. Tu les garderais impliqués ? Après tout ? Il ne s'agissait jamais de détruire la famille, papa. Il s'agissait de revendiquer ma place dedans, à mes conditions. Il a hoché lentement la tête, son regard tombant sur les papiers sur son bureau, puis se levant à nouveau pour rencontrer le mien avec une directness inattendue. Tu m'as complètement déjoué, a-t-il dit, et j'ai été surprise de détecter une note de quelque chose qui ressemblait presque à de la fierté dans sa voix. Ton grand-père aurait été impressionné. Venant de lui, c'était aussi proche de l'approbation que j'ai jamais reçue. J'ai senti une émotion compliquée monter dans ma poitrine, pas tout à fait de la vindication, pas tout à fait du pardon, mais quelque chose planant dans l'espace entre les deux. J'ai appris en te regardant, ai-je reconnu, même quand tu ne pensais pas que je faisais attention. Il a tendu sa main à travers le bureau. Alors ? Président d'honneur. J'ai pris sa main,
scellant le premier accord professionnel que nous ayons jamais fait en tant qu'égaux. Bienvenue chez Sommet Holdings, papa. 6 mois après ce Thanksgiving fatidique, je me tenais dans le siège nouvellement rénové de Rousseau Sommet Technologies. L'ancien bâtiment Rousseau Software avait été transformé avec des espaces de travail ouverts, une technologie de pointe et un environnement collaboratif qui respectait l'histoire de l'entreprise tout en embrassant son futur. Mon rôle en tant que PDG de Sommet Holdings signifiait que je partageais mon temps entre Lyon et Paris, supervisant l'intégration des deux entreprises et l'évolution de notre gamme de produits élargie. La transition n'avait pas été facile, mais elle avait été plus réussie que même mes projections optimistes ne l'avaient anticipée. Papa avait surpris tout le monde en embrassant son rôle de président d'honneur avec une grâce inattendue. Une fois le choc et la colère initiaux apaisés, il trouvait satisfaction à mentorer les membres plus jeunes de l'équipe et maintenir les relations avec les clients de longue date. Nous avions établi une réunion hebdomadaire où il pouvait offrir des aperçus sur l'histoire de l'entreprise et les relations industrielles, et je me trouvais en fait attendant ces sessions avec impatience. Pour la première fois, nous construisions une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur les attentes et déceptions. La situation d'Alexandre avait été plus compliquée. Après avoir fait face aux preuves de son détournement, il avait initialement menacé d'actions légales contre moi et l'entreprise. Finalement, des têtes plus froides ont prévalu quand il a réalisé que ses options étaient limitées. Il a accepté une offre conditionnelle, remboursement des fonds volés, démission de son poste de direction et inscription dans un programme MBA s'il voulait un rôle futur dans l'entreprise. À ma surprise, il a choisi l'éducation plutôt que l'exil et était maintenant à mi-parcours de son premier semestre, appelant occasionnellement avec des questions genuines sur la stratégie d'entreprise. Camille avait prospéré dans son nouveau rôle d'ambassadrice de marque pour notre division produits consommateurs, une petite mais croissante partie de l'entreprise qui bénéficiait de son expertise en médias sociaux. Ses followers avaient été captivés par la saga dramatique de l'entreprise familiale, qu'elle présentait soigneusement comme une histoire d'autonomisation féminine et de réconciliation familiale plutôt que la réalité plus complexe. Son rebranding, Héritière Tech, avait en fait ouvert des portes vers des marchés plus jeunes avec lesquels nous avions précédemment eu du mal. Maman avait peut-être le plus changé. Libérée de son rôle de médiatrice dans une entreprise familiale dysfonctionnelle, elle avait réduit sa consommation d'alcool, commencé à faire du bénévolat avec des initiatives d'éducation féminine, et même rejoint le conseil d'un incubateur tech pour fondatrices féminines. « Je veux aider d'autres filles comme toi », m'avait-elle dit, pour que leur mère ne fasse pas les mêmes erreurs que j'ai faites. Alors que je marchais dans le bureau, les employés hochaient respectueusement la tête ou souriaient en guise de salutation. Je n'étais plus Sophie Martin, la fondatrice mystérieuse, ni Manon Rousseau, l'enfant du milieu oublié. J'étais simplement Manon, la PDG qui avait modernisé une entreprise familiale défaillante et créé de nouvelles opportunités pour tous les impliqués. Mon assistante a interrompu mes pensées. « Votre père attend dans la salle de conférence avec les rapports trimestriels », m'a-t-elle informé, et votre mère a appelé pour confirmer le dîner ce soir avec les investisseurs potentiels. Je l'ai remerciée et me suis dirigée vers la réunion, faisant une pause brève à la chronologie d'entreprises nouvellement installée dans le hall principal. Elle affichait l'évolution de Rousseau Software depuis la start-up de sous-sol de grand-père jusqu'à notre itération actuelle en tant que Rousseau Sommet Technologies. Ma photo était maintenant accrochée à côté de celle de mon grand-père et père, 3 générations de leadership, mes propres accomplissements listés avec la même proéminence que les leurs. Thanksgiving approchait à nouveau, et cette année serait entièrement différente. Nous avions planifié un dîner familial plus petit et plus intime sans les traditions performatives qui avaient dominé nos rassemblements précédents. Pas de rituel de gratitude formel, pas de posture d'affaires, juste une famille apprenant encore à vraiment se voir et s'entendre. Le voyage du rejet au leadership avait été plus long et plus douloureux que je n'aurais pu l'imaginer quand j'ai quitté Paris il y a 10 ans. Les défis de fusionner famille et affaires continuaient quotidiennement, nécessitant patience et perspective que je développais encore. Il y avait eu des moments où le poids des blessures passées menaçait d'accabler le progrès que nous avions fait, quand d'anciens patterns de communication émergeaient dans des réunions tendues ou des dîners familiaux. La partie la plus difficile n'avait pas été l'acquisition elle-même, mais le travail continu de construire des relations qui pouvaient résister à la fois à notre histoire partagée et nos rôles professionnels actuels. Papa glissait encore occasionnellement dans son approche autoritaire avant de se corriger. Je me trouvais parfois inutilement défensive,
anticipant un rejet qui ne venait plus. Pourtant lentement, conversation par conversation, la famille Rousseau créa une nouvelle dynamique. Maman avait organisé un dîner le mois dernier où, pour la première fois dans ma mémoire, tout le monde parlait également, tout le monde écoutait, et personne ne sortait en tempête avec colère. Petite victoire, mais significative. Peut-être le moment le plus profond était venu de manière inattendue pendant une nuit tardive au bureau quand papa et moi révisions les résultats du premier trimestre après la fusion. Les chiffres avaient dépassé toutes les projections, rétention client à 97% et nouveaux contrats augmentant les revenus de 35%. Tu sais, avait-il dit doucement, fixant la feuille de calcul, tu as déjà accompli plus que je n'ai fait dans ma première décennie de direction d'entreprise. La simple reconnaissance avait guéri quelque chose en moi que je n'avais pas réalisé être encore cassé. Pas parce que j'avais besoin de sa validation professionnelle plus, mais parce que ça représentait la reconnaissance humaine que j'avais toujours cherchée. L'expérience m'avait enseigné que le succès seul ne suffit pas pour guérir les blessures familiales. La satisfaction de me prouver avait été douce mais ultimement creuse jusqu'à ce qu'elle mène à une connexion genuine. J'avais eu besoin d'apprendre qu'il y a une différence entre gagner et résoudre, entre avoir raison et être entière. Alors que j'entrais dans la salle de conférence où papa attendait avec les rapports trimestriels, j'ai réfléchi sur comme le voyage avait été complexe depuis cette révélation de Thanksgiving jusqu'aujourd'hui. La leçon que je portais était pas que le succès est la meilleure vengeance, mais que le succès sans réconciliation laisse les deux côtés plus pauvres. La vraie victoire n'est pas venue quand j'ai prouvé que mon père avait tort, mais quand nous avons tous deux trouvé un moyen d'avoir raison ensemble. Pour quiconque regarde ceci et reconnaît les dynamiques douloureuses d'entreprise familiale, qui s'est jamais senti invisible ou sous-évalué par ceux qui devraient vous voir le plus clairement, j'espère que mon histoire offre à la fois inspiration et prudence. Construire votre propre succès est puissant, mais guérir les blessures familiales nécessite plus que des accomplissements professionnels. Ça demande honnêteté, vulnérabilité, et le courage d'offrir des secondes chances même quand elles semblent imméritées. Avez-vous vécu des défis d'entreprise familiale similaires? Commentez ci-dessous et partagez votre histoire. Comment avez-vous navigué l'intersection complexe de famille et affaires? Likez, abonnez-vous et partagez si cela a résonné avec vous. Merci d'avoir été témoin de mon voyage du rejet à la réconciliation. Et souvenez-vous, la vraie mesure du succès n'est pas ce que vous construisez seul, mais ce que vous créez ensemble.